Nous arrivons au terme de ce colloque. Ça a été une prouesse. Je vous fais la confidence, mais ça doit rester entre nous, n'est-ce pas? Que nous avons monté ce colloque en très peu de temps. En moins d'un mois, nous y avons réfléchi il y a déjà plus de 6 mois. Nous avions l'intention ferme d'organiser un colloque non orthodoxe sur l'émirat du Qatar. Et puis les événements, que vous savez, les derniers, sont venus précipiter un peu ce processus qui était à l'état théorique et intellectuel. Nous sommes d'autant plus ravis d'avoir pu relever le challenge et d'avoir, je pense, mais c'est à vous d'en décider, je pense avoir réussi notre pari. En 2012, là je dois faire la synthèse de ce colloque, mais je voudrais auparavant rappeler un certain nombre de points. En 2012, lorsque le Qatar jubilait, lorsque Al-Qaradawi aboyait, et lorsque les deux Hamad, Al-Thani et Ben Jassim, qui est à Londres aujourd'hui, lorsque ces deux Hamad décidaient du sort de la nation arabe, au premier rang desquels l'Égypte, qui est au cœur du monde arabe. Lorsque ces deux Hamad se croyaient les nouveaux Césars ou les nouveaux califes du monde arabe, j'avais été invité sur une grande chaîne de télévision française dans une émission remarquable d'un journaliste courageux, Frédéric Tadei, dans une émission intitulée « Le Qatar, pays ami ou ennemi ». Nous sommes en 2012. J'y suis allé, bien évidemment, mais ça m'a valu un procès qu'Al Jazeera a déposé contre moi à la 17e chambre de Paris. Il semblerait que j'ai été outrecuidant, insolent et injuste à l'égard de cet émirat islamo-terroriste. J'ai gagné mon procès, malgré le staff d'avocats londoniens et parisiens. Et à cette époque, j'étais seul. Il n'y avait aucun soutien d'aucun pays arabe et d'aucun ami, d'ailleurs. On les a affrontés à main nue et les poches vides. Et on a gagné, grâce à un avocat auquel je tiens toujours et en toutes circonstances à rendre hommage, Maître Alain Bader, qui m'a défendu bénévolement. J'avais dit chez Tadei que le Qatar était une source intarissable de l'idéologie islamiste. C'est-à-dire les frères musulmans, Al-Qaïda et l'État dit islamique là, qui sévit en Irak et en Syrie, notamment en Irak et en Syrie. Parce que l'islamisme, c'est tout cela. Il faudrait qu'en France et en Occident, il faudrait que l'on s'habitue à la raison arabe ou à la raison arabo-islamique. Le cerveau, la rationalité occidentale ne parvient pas toujours, la rationalité cartésienne, je veux dire, à comprendre le fond de l'idéologie islamiste. D'où cette distinction entre islamistes modérés
et islamistes pas modérés, entre frères musulmans qui sont fréquentables et Al-Qaïda qui ne l'est plus. Je me souviens, et vous avez lu sans doute les mémoires de Madeleine Albright à l'époque, qui avait parlé dans ses mémoires. Nous avons en effet discuté avec les talibans modernes. Vous comprenez le cheminement. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, à force de discuter et de dialoguer avec les islamistes dits modérés, on finit par se faire brûler au feu de l'islamo-fascisme. Je parle des pays occidentaux et je parle plus particulièrement de la France, pour être parfaitement clair. J'avais dit dans cette émission que le Qatar était le principal pourvoyeur de ce que j'avais appelé la main-d'œuvre, l'yad al-amla, la main-d'œuvre islamiste et terroriste, en Irak, en Syrie et ailleurs. Eh bien, nous sommes loin de 2012. Aujourd'hui, le Qatar, on le voit sans sa burqa. On voit son véritable visage, qui est hideux. Mais il ne suffit pas de voir le visage du Qatar. Il s'agit aussi que les responsables de ce fiasco, de cette tragédie, notamment en Syrie, en Libye et partiellement en Irak, il s'agit aussi que les responsables soient traduits en justice devant une cour internationale, qu'ils soient jugés pour des crimes commis un peu partout dans les pays arabes. Je veux dire aujourd'hui que nous avons eu beaucoup de chance, nous, monde arabe. Nous avons eu beaucoup de chance avec la résistance héroïque. Je ne m'en suis jamais caché. La résistance héroïque de la Syrie, gouvernant comme gouverné. L'islamo-fascisme ou l'islamo-atlantisme s'est brisé sur les murs et la muraille de Damas. Mais aussi, nous avons eu beaucoup de chance lorsque l'Égypte a trouvé ou retrouvé son âme patriotique et nationaliste par des élections parfaitement démocratiques. Nous avons eu cette double chance pour que le rouleau compresseur du printemps dit arabe tourne au fiasco. Aujourd'hui, l'état du monde a changé. Pour ne pas trop accabler cet émirat du Qatar, tout ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas fait par un choix propre, même s'ils répondaient à leur nature. Ils l'ont fait avec le feu vert de certaines puissances mondiales, notamment et principalement les États-Unis. Mais les États-Unis, ils ont octroyé au Qatar ceci en termes de manœuvre et de propagande. Mais les Qataris ont pris ceci. Ils ont dépassé les limites rouges lorsque, aux États-Unis, il y avait disons, un président qui était favorable à l'islamisme. Ceci est un autre chapitre. Vous lirez tout cela dans ses propres mémoires. M. Obama, semble-t-il, d'après les informations que j'ai eues, a fait un certain nombre de confidences très précieuses. Aujourd'hui, le monde a changé. Les États-Unis ont un autre président. Le monde arabe aussi a changé. L'Égypte a retrouvé son rôle central dans la géopolitique du Moyen-Orient. Les Émirats arabes unis ont joué un rôle important aussi. Ils ont joué le rôle, pour aller très vite, le contre-rôle. Ils étaient aux antipodes de la tactique et non pas stratégie qatari.
on peut leur rendre hommage. La Turquie et l'Iran. C'est par cela que je voudrais conclure. Ce qui vient de se produire au Moyen-Orient, qui est la conséquence de la frénésie pathologique, comme l'a dit M. Razavi, de l'Émirat du Qatar, cette insolence à vouloir imposer un ordre, c'est-à-dire l'ordre des frères musulmans, dans toute la région. Ce qui vient de se produire est la décision saluée. Décision de mettre le Qatar en quarantaine. Elle a fait tomber beaucoup de masques. Et moi, ce qui me trouble beaucoup dans cette affaire, je l'avais d'ailleurs dit à mon collègue iranien à l'époque, je n'étais plus en poste à l'UNESCO, mais il m'a invité et j'ai été le voir. Je n'avais plus de problème à aller voir un ambassadeur iranien. D'autant plus que l'Iran, et là je le dis sans aucune ironie, a soutenu la Syrie. Ce n'est pas ce qui explique la résistance syrienne. La résistance syrienne est intrinsèque. Si la Syrie a résisté, elle le doit à son peuple et à ses dirigeants. À des alliés, bien sûr, poids lourds comme la Russie, de moindre importance comme l'Iran, sans doute. Mais ce qui me troublait, c'est ce grand paradoxe. Et je l'avais dit à mon collègue iranien. Je viens vous voir parce que je vous tiens en estime maintenant, c'est-à-dire votre État. Vous soutenez l'Iran, c'est très bien. Mais dites-moi, cher collègue, comment pouvez-vous soutenir la Syrie et en même temps soutenir les frères musulmans tunisiens en Tunisie? C'est-à-dire ceux qui envoient la main-d'œuvre islamo-djihadiste en Syrie, qui vous combat en Syrie. Avec toute l'excellence diplomatique, son Excellence n'a pas su répondre à cette question parce qu'il n'y a pas de réponse outre celle du cynisme en géopolitique et de l'esprit et du génie géopolitique perse. Maintenant, les choses sont claires et cette crise a montré un peu les alliances. Tout va être recomposé. Maintenant, nous avons une Égypte qui a dit nous sommes là et nous allons jouer notre rôle géopolitique historique et parfaitement légitime. Nous avons la Turquie qui prend position militairement pour le Qatar et nous avons l'Iran qui fait de même. Alors, c'est troublant tout cela. Mais lorsque on suit les intérêts stratégiques des uns et des autres, on peut parvenir à dénouer ces alliances mystérieuses. Je ne voudrais pas être long. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons, depuis la création de SIGPA, être toujours à la hauteur de vos attentes, c'est-à-dire être libre et indépendant de discuter de choses graves, de discuter sagemment et objectivement, même si l'objectivité totale est beaucoup plus une espérance, une tendance, plus qu'une réalité. Je vous avoue, je ne peux pas être objectif vis-à-vis du Qatar qui a fait tant de mal et à la Tunisie et à beaucoup d'autres pays. Nous ne sommes pas les ennemis du peuple qatari. J'espère qu'ils vont pouvoir se débarrasser de leur oligarchie islamo-mafieuse et que le Qatar retrouve sa position dans le monde arabe. Je l'espère ardemment. En attendant, nous continuons à faire notre boulot de think tank, c'est-à-dire à dire les choses telles qu'elles sont pour que les décideurs puissent prendre les décisions qui valent pour leurs intérêts nationaux et pour la paix dans le monde. Le Qatar
n'a pas été un élément de paix dans le monde. Merci à vous tous et je vous dis à la prochaine rencontre en octobre, Inch'Allah. Pour les musulmans, عيدكم مبروك. كانت هذه هديتنا هدية العيد للشقيقة قطر.